Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Nicolai de Fun Art Tech. Super de belles discussions, belle profondeur technique. Vous allez voir une autre façon de faire de l'IA où on sort du mainstream, des dogmes qu'on a ici et où on approche les problèmes d'une manière différente. Oubliez les solutions avec des fermes de GPU. Pensez à des solutions qui peuvent rouler sur un laptop en quelques minutes. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Bonne écoute. C'est l'heure d'ouvrir grand les esprits dans ce jeu d'idées où tout s'allie. Les mots s'envolent en un tourbillon. Bienvenue sur Dialogue, attention. Tout devient clair quand les têtes s'allument dans un clash d'idées qui se rassemblent et se résument. Dialogue avec éclat dans chaque échange, l'écran brille, chaque mot terre. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Nicolai de Fun Art Tech. Et c'est quelque chose que je veux faire plus dans le podcast. C'est parler avec des gens techniques qui ont des belles solutions, des belles entreprises, des gens qui ont une vision novatrice des choses ou différente des choses. Donc, pas juste chialer à propos de l'écosystème, là, mais faire briller les entreprises d'ici qui, selon moi, ne brillent pas assez. Parce que souvent, les entreprises qui brillent, c'est les meilleures en relations publiques, pas toujours les meilleures techniques. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Nicolai. Nicolai, je te laisse te présenter pour l'auditoire si tu veux. Oui, bonjour David, bonjour tout le monde. CEO de Funatech, donc on existe depuis 2017. Moi, je me considère comme un mathématicien. Ça fait plus de 25 ans que je fais de l'IA. J'ai des idées, je dirais, un petit peu bizarres, pas vraiment mainstream, mais avec une efficacité redoutable. Je pense que l'hybridation que je porte devrait être plus connue, notamment parce que au niveau de l'efficacité, c'est pas mal, mais aussi parce qu'il y a la robustesse, l'explicabilité, le contrôle et surtout la frugalité, chose qui devrait quand même devenir de plus en plus importante. En bref, voilà. Super. Écoute, moi, j'ai plein de questions pour toi. Donc, je t'ai vu sur LinkedIn, j'ai vu un peu ce que tu fais. On a déjà discuté une fois, puis j'étais impressionné justement de la frugalité des ressources que vous avez pour opérer. Dans beaucoup de cas d'entreprise, à cause des coûts de token qui sont faibles, la frugalité n'est pas si importante que ça pour les cas qu'on a aujourd'hui. Mais quand on rentre en application industrielle et surtout lorsqu'on doit avoir des données en temps réel, que j'oserais appeler edge computing, là, donc tu me diras si ça fait du Mmh. sens ou pas avec votre tech. euh, c'est là que ça peut devenir super intéressant, là. Donc, explique-la moi, puis je vais également parfois te demander de rebaisser le niveau technique si jamais je juge que l'auditoire a besoin d'être emmené un petit peu plus, là, de vulgariser un petit peu plus. Mais là, lâche-toi lousse, tu me l'expliques à moi parce que j'ai plein de questions, puis j'ai vraiment le goût d'en apprendre plus. Ouais, bah, écoute, n'hésite pas. La frugalité, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément dans l'intérêt de tout le monde. Beaucoup de gens ont les moyens et donc ce qui compte, c'est plus les résultats que l'économie de données et d'énergie. Maintenant, moi, je prétends que les 2, c'est-à-dire l'efficacité et la frugalité, vont de pair. Dans le sens où il y a moyen de développer des systèmes qui, parce qu'ils sont «plus intelligents» entre guillemets, parce qu'ils font des recherches, je dirais, un peu mieux ciblées, ont moins besoin de données et moins besoin d'énergie. Moi, je suis persuadé de la si tu veux, du lien entre les 2. Maintenant oui, vas-y. Mais ça, c'est important parce que quand on parle de frugalité, juste que les gens comprennent, c'est pas juste l'énergie. Parce que, tu sais, quand tu vas automatiser quelque chose, ton coût de token est tellement bas que tu dis, écoute, je fais déjà 95 d'économie là, par rapport à un humain, là. Donc, quand même que tu me baisses mon coût de token puis que je tombe à 96 mais que j'ai des milliers de dollars, des dizaines de milliers de dollars ou des centaines de milliers de dollars à mettre pour le petit gain, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Mais quand on parle de frugalité de données, là, à ce moment-là, ça permet de déployer des solutions où, autrement, il n'y aurait pas de solution déployable. Moi, je me rappelle d'un cas que j'avais fait, puis je veux qu'on parle de toi aujourd'hui, là. Mais je me rappelle d'un cas que j'avais fait en reconnaissance de vision pour des documents.
Et à l'époque, c'était beaucoup moins connu, les modèles, les Large Language Model multimodal, ils venaient de sortir. Donc, mon client avait été voir les leaders connus, là, ceux qui font tous les gros événements. Il s'était fait dire que c'était impossible. Puis je dis non, non, on est capable. Donc, le fait que tu n'as pas besoin de payer quelqu'un pour entraîner pour préparer du data énormément, le coût, l'économie est énorme à ce niveau-là. Puis parfois même, ça va faire la différence entre quelque chose qui est faisable ou pas faisable. Est-ce que j'ai raison? Oui, ah, tout à fait. Je Ça, c'est vais cool. rebondir sur ton exemple. Nous, on a travaillé sur un projet de computer vision de reconnaissance de saucisses en temps réel aux États-Unis. Marché très important, hein, 3 milliards là-bas. L'idée, c'était de pouvoir reconnaître en temps réel les saucisses avec des caméras placées au-dessus des grilles. Maintenant, si tu places des caméras au-dessus des grilles, bah, tu as la vapeur d'eau qui vient, je dirais, flouter beaucoup l'image. Donc la qualité d'image est pas bonne. Pire que ça, de temps en temps, les caméras s'arrêtent parce qu'il fait trop chaud. Donc, si tu veux absolument utiliser que des données et non pas la connaissance, parce que nous, une façon de faire pour réduire la quantité de données, c'est en fait d'introduire la connaissance, notamment le fait que les saucisses, ben, elles ne volent pas. Donc c'est très con, hein, ce que je dis, mais ça joue un rôle dans notre solution. Le fait que ben, c'est des mains humaines qui prennent les saucisses. Le fait Hmm. qu'il n'y a pas 15 personnes qui vont se précipiter sur le grill, mais une, deux, voire trois personnes grand max. Tout ça, ce sont des informations qui permettent en fait de d'avoir une connaissance qui permet de limiter la quantité de données. Je vais donner un Mais exemple très attends, bête. et- Oui, et- vas-y. explique-moi, parce que ne vole pas, les gens comprennent peut-être pas, mais c'est qu'exemple dans le Oui, domaine des chips, vu que les chips, c'est un convoyeur puis dis-moi si c'est ça, tu un convoyeur, puis un autre convoyeur, puis il y a un espace entre les deux où il y a de l'air, puis tu as une machine avec des jets d'air qui va éliminer les chips qui sont pas belles, ça amène une facilité opérationnelle que tu n'avais pas avec les saucisses. Est-ce que c'est ça? c'est pas uniquement ça, c'est le fait que si par exemple tu n'as plus d'image, puis que tu as de nouveau une image, ben, les saucisses qui ont disparu, elles se sont pas envolées toutes seules. OK. C'est très bête ce que je dis, hein. Donc, mais ce sont des informations et de la connaissance sur laquelle tu peux capitaliser pour faire une solution nettement plus frugale et efficace. En fait, ils ont essayé pendant pas mal de temps, avec une équipe assez renommée, dont je ne parlerai pas, mais qui est connue mondialement, de trouver une solution et ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi parce qu'ils se basaient uniquement sur des données. Et effectivement, si tu as des données qui sont de mauvaise qualité, puisque les images ne sont pas très bonnes, tu as la vapeur d'eau qui vient flouter le tout. Pire que ça, de temps en temps, il n'y a pas d'image. Comment est-ce que tu fais si tu te bases sur une approche uniquement basée sur les données quand tu as pas de données ou quand les données sont Ouais. mauvaises? Ils n'ont pas réussi. Nous, on a réussi parce qu'on a utilisé ces connaissances. Et donc, si jamais l'image s'arrête et puis que tu as l'image qui revient, ben, tu en déduis que quand il y a les saucisses qui ont disparu, c'est qu'il y a des humains qui les ont prises. Donc, OK. quand je dis stupidement les saucisses ne volent pas, je fais référence entre autres à ça. OK. Ensuite, avec la connaissance du projet, ce que l'équipe d'avant faisait, c'était d'essayer de reconnaître en temps réel les saucisses. Ça demande énormément d'énergie parce que les grilles sont assez grands, tu as beaucoup de saucisses. Ce sont des saucisses qui se ressemblent fortement, donc c'est très difficile de les distinguer. En fait, le projet, c'était de reconnaître quand les gens prenaient les saucisses. Donc ça, c'est de la connaissance. Donc nous, on a commencé à regarder les mains. On a commencé à regarder quand est-ce qu'il y a des mains qui viennent prendre les saucisses. Et à s'intéresser OK. uniquement à ce qui se passe là où il y a des mains, puisque les saucisses ne s'envolent pas. Donc c'est très con quand je dis ça, mais il Non, y non, a une répercussion réelle derrière ben oui, ça. parce que Ben oui, j'imagine juste ça, ça a diminué le nombre de données à traiter de oui. façon importante. On a divisé par 40 le besoin de données pour le réapprentissage. Wow! Ouais. Avec une Wow! solution qui fonctionne. Ah. Puis, donc, quand tu parles de connaissances, en fait, c'est que souvent, les solutions là, classiques par les équipes classiques qui ne vont pas challenger les dogmes, là, c'est qu'ils se disent on va traiter toutes les données, on va juste entraîner un système neuronal là-dessus, puis on va avoir l'output, puis on va labeler les données, puis on va mettre le dataset d'entraînement, puis c'est ça qu'on va faire. Alors que ça me fait un peu penser comme à moi ce que je fais en generative, que tu dis non, non, je vais faire moi-même la chaîne de pensée pour m'assurer qu'ils travaillent au bon endroit, de la bonne manière, au lieu de tout prendre les données puis de devoir traiter un paquet de garbage. Oui. Puis La plupart du corrige-moi ou temps, corrige-moi où non, mon non, non, mais tu, analogie n'est tu pas as, tu as bonne parce que raison. mon but, c'est de comprendre. Là. Oui, mais
il faut ajouter que la plupart de nos clients ont un besoin de robustesse. Donc, pas question d'avoir une solution qui est valide à 90%, il faut du 100%. Le machine learning, c'est pas très robuste. Mhm. Oui, tu peux améliorer les choses, oui, tu peux faire ci ou ça, mais à la base, de manière intrinsèque, c'est pas une approche robuste. Tu as d'autres approches, notamment la recherche opérationnelle, qui, elles, sont extrêmement robustes, jusqu'à un certain niveau, hein, on s'entend, il n'y a pas de recette miracle. Mais si tu veux, cette robustesse nous oblige à développer nos propres façons de faire. Parce que si on se base sur les algorithmes existants et les approches existantes, c'est pas très robuste. D'un côté, si tu te bases sur les données uniquement, ben, ça manque de robustesse parce que s'il y a quelque chose qui se passe qui n'était pas dans les données, la machine va réagir, mais tu sais pas trop comment. Ensuite, même quand tu as des phénomènes préexistants qui se reproduisent, il n'y a pas de robustesse. Tu as des solutions, mais les solutions, tu sais pas si elles sont bonnes ou pas. Ouais. Et vice-versa, de l'autre côté, tu as une robustesse, mais c'est une robustesse seulement si tu as bien compris les phénomènes. En général, c'est pas le cas. Si tu as des projets complexes, c'est trop complexe pour que tu puisses vraiment comprendre tout ce qui se passe. Tu as besoin d'un apprentissage. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une hybridation des deux. On hybride les connaissances avec les données. L'hybridation, il n'y a pas beaucoup de gens qui en font. Ça devient de plus en plus à la mode. Et je pense que c'est une excellente idée parce que je pense que ce sont les meilleures solutions. Euh, mais pour l'instant, il y a pas, tu ne peux pas utiliser une librairie toute faite. Il existe des librairies en hybridation, mais c'est pas encore au point. Il n'y a pas eu assez de développement. Donc, du coup, on est obligé de faire nos propres approches, nos propres algorithmes. OK. Euh, voilà. Mais explique-moi techniquement Oui. l'hybridation entre les données puis la connaissance. Parce que pour le commun des mortels, une donnée puis une connaissance, c'est la même chose. Donc, Alors, explique la différence entre les deux. on pourrait philosopher là-dessus, mais moi, je suis très pragmatique. Les données, ouais, ça, c'est, je dirais, une information que les gens connaissent plus ou moins. La connaissance, par contre, je vais donner un exemple. Les lois physiques. Ça, c'est une connaissance. Alors, si tu as un système qui a besoin de se développer dans le réel, tu peux soit décider, par exemple, tu as un robot, tu veux le faire marcher. Soit tu peux décider que tu vas uniquement utiliser des données pour essayer de le faire bouger, Mhm, notamment avec du reinforcement learning, des choses comme ça, mhm, mais mhm. peu importe, mais tu te bases sur des données que tu vas collecter. Et un problème, c'est que tu as besoin d'énormément de données. Et l'entraînement, il est vraiment conséquent. C'est pas quelque chose qui va prendre 2 minutes, Non. ça peut prendre Ah, ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ouais. Mais par contre, si tu commences tout de suite en disant, ah, il y a des lois physiques qui doivent être respectées, et ça, c'est une connaissance. J'ai pas envie de retrouver cette connaissance dans les données parce que j'ai déjà cette connaissance. Il est possible qu'il y ait une connaissance que tu as envie de remettre en cause en disant, ok, j'ai une connaissance, mais en fait, j'ai envie d'être challengé là-dessus, j'ai envie de voir si mes données correspondent effectivement. Mais si tu prends les lois physiques, tu peux partir du principe que, bon, bah, elles sont coulées dans le béton, on va partir là-dessus. Donc il y a des principes physiques à respecter. Les rotations des bras, des choses comme ça, la pesanteur. Et donc ça, ce sont des connaissances que tu peux modéliser et introduire dans tes modèles ou dans ton approche. Ça se fait. Donc, à ce moment-là, ça l'évite tout ce que je qualifie de l'apprentissage stupide. Là, tu sais, on l'a vu avec les modèles genre d'auto qui apprennent à se stationner tout seul dans un monde, dans un digital twin ou tout ce que NVIDIA fait avec son digital twin pour les robots humanoïdes. Donc, au lieu de lui faire essayer tous les scénarios imaginables, euh, en mettant ces connaissances-là, tu vas tout simplement enlever des centaines de millions de scénarios probables, puis faire en sorte que ton entraînement va juste se concentrer sur ce qui vaut vraiment la peine. Oui. Et en fait, tu peux Mais ça même veut dire, pousser mais ça tu as quand plus même, loin. quand même la couche de machine learning qui est mise par-dessus, vu que tu élimines des Alors, scénarios où il n'y a pas je de dirais machine pas, learning. si, mais je dirais pas par-dessus. On a vraiment un blend, si tu veux, des deux. C'est-à-dire OK. que on a une approche où on fait du machine learning, mais pas comme les gens qui font du machine learning, et on fait de la recherche opérationnelle, mais pas comme les gens qui font de la recherche opérationnelle. On a vraiment une hybridation des algorithmes aussi. Si tu veux, on a nos propres algorithmes. Et pour revenir sur ce que tu disais, on peut aller plus loin, parce que si tu veux, la tendance actuelle, c'est en fait de modéliser la problématique, et donc d'avoir un modèle où tu ne veux pas éliminer des solutions que tu ne connais pas. Donc, Mhm, le paradigme actuel, c'est d'avoir des modèles gigantesques. mhm. On s'en fout, on a les ressources, on a l'argent, donc on y va gaiement.
Mais Mhm, si tu te concentres plus sur la solution et que tu essaies de modéliser ta solution, mhm, c'est pas évident. Mais tu as besoin de nettement moins de ressources mhm. et tu obtiens des solutions qui, jusqu'à présent, nous, on trouve sont meilleures. Maintenant, je sais pas si Ben, c'est ça tout à fait fait généralisable, mais non, non, mais ça fait du sens parce que si tu élimines toutes les données poubelles, puis que tu es capable d'entraîner sur un dataset avec juste des bonnes données, euh, sauf même dépendamment qu'est-ce pas. que tu détectes. Mais- Ah, en fait, Vas-y. c'est très difficile de détecter c'est quoi les bonnes données. L'idée, c'est plus de se limiter au nombre de données et en fait d'avoir une méthode qui est nettement plus robuste, même avec des très mauvaises données. Donc, si tu veux, le fait que tu injectes de la connaissance, ça te permet d'avoir des données de moins bonne qualité. Mais Parce qu'il y a un jeu est-ce que entre ce, les deux. mais est-ce que c'est pas comme une genre de sublimation, mais que tu fais sur les données d'entraînement plutôt que de les faire après d'avoir le modèle? Puis si je suis dans le champ, Alors, tu me le dis, là. Mais j'essaie juste ben, de. écoute, Si moi je le comprends pas, je pense pas que mon auditoire le comprend, là. écoute, ce sont des méthodes qui sont assez innovatrices dans le sens où ça fait pas très longtemps que ça existe, même s'il y a des gens qui font ça depuis 40 ans, on s'entend, mais je veux dire, il y a ce nouveau paradigme qui est en train d'émerger. L'idée, c'est vraiment de combiner les deux de manière intelligente et d'avoir une interaction incessante entre les deux. C'est-à-dire que tu as la connaissance qui permet de cibler ce que tu vas retirer des données, mais il y a les données qui te permettent de voir si ta connaissance effectivement correspond à la vraie problématique. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est des nouveaux algorithmes, hein, ce sont des nouvelles approches. Donc, c'est basé sur des algorithmes connus, mais c'est pas une hybridation où tu vas utiliser du ML et puis du OR et puis de nouveau du ML ou des choses comme ça. C'est vraiment une approche où tu vas prendre au niveau fondamental ce que le ML fait, ce que la recherche opérationnelle fait et d'autres choses. Parce que l'idée, c'est vraiment de se dire quels sont les outils disponibles. Il y a la recherche opérationnelle, il y a le machine learning, mais il y en a d'autres. Il y a le causal theory, il y a les statistiques, il y a des mathématiques. Et dépendamment de ce que tu fais, tu peux encore mettre tout ce qui est nécessaire. L'idée, c'est vraiment de se dire, OK, j'ai une problématique, quels sont les outils disponibles? Au niveau fondamental, comment est-ce qu'il fonctionne? Et comment est-ce que je peux faire pour tirer le meilleur de chacun des outils et surtout pallier les faiblesses d'un outil par les forces des autres outils? Ça te donne une approche qui est nettement plus robuste et efficace. Ça, je l'entends. Puis écoute, mon but, Nicolas, c'est pas de te faire révéler des secrets de tes algos, là. Mais tu me parles beaucoup du quoi, puis moi, je suis Mhm. intéressé au comment. Oui. Donc, Je vais donner un exemple. cet entrelacement-là se fait comment? Ok, Parce que je vais quelqu'un, donner quand. un exemple Vas-y, très concret. vas-y. Je vais donner un exemple très concret d'algorithme qui existe. euh, et on fait un peu ça à un niveau plus général. Tu as ce qu'on appelle les hierarchical hierarchies. Mhm. Contraction hierarchies, pardon. Ce OK. sont des algorithmes pour calculer les plus courts chemins dans un réseau routier. Alors c'est important Ouais. parce que ce ne sont pas des algorithmes qui fonctionnent dans des graphes générales. C'est vraiment quand tu as un réseau routier. C'est-à-dire que tu as une connaissance de ton réseau. Tu sais qu'à un nœud, qui est une intersection de routes, ben, il n'y a pas 36 routes. Tu vas avoir 2, 3, 4, peut-être 6, disons max 8 routes qui vont s'assembler, et encore 8 c'est beaucoup, mais tu n'en auras pas 36, tu n'en auras pas 3 millions. Donc ça c'est de la connaissance, tu l'utilises. Maintenant, tu veux aller avec un réseau routier d'un point ici A à un point B, je ne sais pas si on me voit, et Mhm. disons que tu veux aller le plus rapidement possible. Disons que le plus court chemin, c'est le chemin le plus rapide. Si tu as une autoroute qui, par exemple, fait ça, tu dois aller de là à là, il y a des chances que prendre l'autoroute, c'est une bonne idée. Donc, ce que tu peux dire, c'est en fait, je vais regarder mon problème à un niveau qui est celui des autoroutes. Et là, j'ai déjà trouvé une solution. Tu remarqueras que tu as un mini problème à résoudre, c'est extrêmement rapide. Hein, tu as juste une autoroute, c'est Au réglé lieu de tout. bon, oui, au lieu de faire Ouais, un ouais, algorithme où tu regardes tous les plus courts chemins. ouais. Ensuite, tu te dis, pour monter sur cette autoroute, ben, j'ai besoin de passer de là à là. Et là, tu vas regarder des routes nationales, par exemple. Tu en trouves une, qui est sans doute la probable que tu vas prendre, et tu continues comme ça à différents niveaux. Donc, en fait, tu arrives à, pendant ta recherche de solutions, utiliser des tout petits modèles, qui en fait sont créés à la volée, et te permettent, si tu veux, une énorme frugalité, puisque tu regardes en fait la modélisation de ta solution en cours de recherche. Puis, mais le contre-argument à ça, là,
J'entends Oui, mon père dire: «Oui, mais des fois, oui, prendre le vieux chemin, c'est plus vite que de prendre l'autoroute 10». Donc bien sûr. d'avoir tous ces calculs-là, c'est rassurant pour le gestionnaire qui peut dire à son patron: «On a regardé toutes les manières imaginables», Oui, bien plutôt sûr. que d'optimiser le calcul sur les autoroutes. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Oui. Alors, l'idée, c'est que quand tu fais ça intelligemment, tu vas pas exclure ce genre de solution. C'est-à-dire que tu vas en tenir compte et tu vas tomber dessus aussi. Ah, Mais il y a une façon, si tu veux, de se limiter dans la recherche sans avoir besoin de tout vérifier. C'est ouais, faisable. ouais. Je suis pas sûr que c'est faisable à 100% dans toutes les problématiques. On en a fait 13 jusqu'à présent, ça a toujours réussi. Je commence à avoir cette sensation que oui, on pourrait généraliser ça. En fait, je pense même que ce qu'on pourrait faire, c'est avoir des systèmes qui fassent ça automatiquement. Parce que pour l'instant, c'est de l'huile de bras et des Ouais. versions automatisées. C'est entre les deux. Moi, je commence à être persuadé qu'on pourrait développer des systèmes totalement autonomes. C'est-à-dire que on aurait des systèmes qui seraient capables de trouver par eux-mêmes comment faire pour, je dirais, modéliser les choses. En fait, là, je te parle de Ouais, vraie ouais. intelligence, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ben, c'est juste, c'est beau à voir parce que l'intelligence a un coût. Tu sais, ton jus de cerveau a un coût. Puis à Oui, côté, tu as Musk qui veut connecter 50 millions de GPU ensemble, puis que là, il veut attaquer Microsoft à dire mon AI va être capable de réécrire l'équivalent de Windows, puis je vais te faire un téléphone qui va être le dernier node dans tout. Fait que tu as cette vision-là qui consomme de l'électricité en fou, puis qui dit notre avenir, c'est on n'a pas besoin de l'intelligence humaine, l'IA va le faire. Puis c'est de la science-fiction pour l'instant, là, ce chemin-là. Puis il y a ton approche que tu dis, avant de juste prendre des données puis d'entraîner des modèles sur des données, on va faire le travail intellectuel de se dire qu'est-ce qu'on n'a pas besoin de traiter pour être capable de faire ce modèle hybride-là. Parce qu'aussi, puis c'est ça qui est spécial en IA, c'est que tu as beaucoup d'IA washing en ce moment. Donc, tu as plein de solutions oh que oui. d'IA qui pourraient être remplacées uniquement, tu sais, par si c'est au-delà de 2 fois, l'écart type rejette. Tu sais. Puis c'est tout. Puis ça pourrait être très, très simple, des petits modèles statistiques super simples, puis ils garochent un gros truc d'LLM en arrière de ça. Alors, j'ai tellement de choses à dire là-dessus, mais je vais essayer de me limiter. Tu m'arrêteras si jamais je prends trop de temps. Vas-y. Ben Les non, t'es là LLM, pour ça, c'est... là. Oui, oui, mais en même temps, on a un temps limité. Les LLM, c'est génial pour plein de choses, mais tu as zéro robustesse. Pardon. Et au niveau de l'intelligence, Mm, moi, j'y crois pas. mm. Euh, L'architecture n'est pas faite pour de l'intelligence. C'est pas comme ça qu'on va avoir de l'intelligence. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'il y a des choses qui existent déjà au niveau de l'intelligence. C'est idiot de ne pas en tenir compte. Parce qu'il y a des choses brillantes qui ont été faites. Et donc, tu as des hypes, tu as des modes qui font qu'on va tous se concentrer sur une façon de Ouais, faire de l'IA, alors qu'en fait, ouais. ça fait quand même pas mal d'années qu'on en fait. Et il y a plein de choses qui existent. Puis il y a plein de choses qui ont déjà été testées aussi. Donc on sait si oui ou non ça fonctionne ou pas. Exemple, on parle de l'agentique, mais ça fait 40 ans que les gens font de l'agentique. Donc on connaît les agents, on sait comment ça fonctionne, on connaît les avantages, mais on connaît aussi les défauts. Or là, on réinvente tout, soi-disant, on crée les agents depuis seulement quelques années, c'est pas vrai. Et donc, c'est un peu idiot. On perd Ben, énormément d'énergie, d'argent, euh, alors qu'il y a des solutions qui existent déjà, qui ont déjà été testées. Et puis, moi, ce que je prétends, c'est que l'hybridation, c'est-à-dire le fait de venir en disant, moi, je suis agnostique au niveau des technologies, j'essaie de regarder tout ce qui existe, et il y a des tas de trucs qui existent. Il y a des trucs qui existent qui sont absolument inconnus, mais qui sont formidables. Tu regardes tout ce qui existe et tu te dis, mais comment est-ce qu'on peut prendre le meilleur de tout ça? Pas besoin de réinventer la ouais, roue. ouais. Mais tu sais, c'est pas nouveau que l'humanité oublie le Ah, ça, vieux non. savoir. Donc, je me souviens comme, là, comme 200-300 ans, puis là, je me trompe dans les faits, là, mais l'histoire, grosso modo, c'est que quelqu'un avait découvert que si quelqu'un faisait de l'urticaire, mais qu'il y avait une paralysie, l'urticaire s'en allait ou quelque chose du genre, là. Puis ça avait complètement été oublié, puis ça a été redécouvert, genre comme le 15-20 ans. Puis la personne était toute contente, puis quelqu'un est arrivé en disant, ben ça a été écrit en 1600 quelque chose, tu sais. Donc, il y a Oui, cet aspect-là. Puis mais les modes, on est souvent soumis à ça. Puis moi, je crois qu'en ce moment, il y a un bout que
Puis je suis vraiment, j'adore les LLM, là, puis ça peut régler plein de choses. Puis oui, tu as toujours un Mhm. pourcentage d'incertitude. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est par la nature des LLM, ça vient avec des probabilités. Euh, mais je me sens un peu comme dans un moment pour que les gens comprennent bêta versus VHS. Donc, tu sais, où le bêta est supérieur techniquement, mais le VHS est mieux distribué. Puis, puis un caveat à ce que je dis, c'est que cette méthode-là va être meilleure dans certains cas, puis dans d'autres cas, le LLM va être correct aussi, là. Donc, Oui, c'est là où, puis comme je dis souvent, hein, c'est pour ça que je voulais discuter avec toi, parce que quand moi je parle avec des gens, puis que je les aide dans leur stratégie, ils veulent savoir c'est quoi le meilleur outil. Puis dans la vie, si le seul outil que tu as, c'est un marteau, tous les problèmes ressemblent à un clou. Puis il exactement. faut qu'on soit capable de prendre une pause puis de dire non, mais attention, là. Parce que là, ce que les compagnies vont vouloir nous vendre dans pas long, ça va être, puis ils poussent beaucoup là-dessus, c'est le Edge AI, où tu as ton modèle, tu as de quoi qui appartient au grand modèle que tu fais ton call d'API, mais qui va faire un petit morceau chez vous, mais tu demeures complètement dépendant au modèle central, là. Donc, j'imagine que toi, ton approche est complètement différente. Oui. Ouais. Explique-moi ça. Et en fait, on a une approche qui est tellement frugale que pour le Edge, c'est vraiment adéquat. Parce que la Explique-moi frugalité, ça. bah, écoute, une des difficultés aussi, je t'ai parlé du projet avec la vision. Une des difficultés du projet, c'était pas uniquement la mauvaise qualité des données, le fait que les caméras s'arrêtaient, c'était aussi le fait que c'était sur des Edge. Donc c'était sur des Jetson Nano pour ceux qui connaissent. Mhm. C'est des petits ordinateurs puissants, mais c'est pas des ordinateurs très très puissants. Et donc faire ce que l'équipe précédente avait fait, qui était du deep learning à fond la caisse, euh, c'est trop exigeant. Tu peux le faire dans une certaine mesure, mais tu arrives très vite aux limites. Donc si tu as une IA qui est beaucoup plus frugale, tu peux l'embarquer plus facilement. Mhm. Donc une IA qui est plus frugale et qui en plus est robuste et que tu peux contrôler, pour les edge, c'est génial. On parle beaucoup de vision, mais je sais que tu as aussi fait de la logistique. Est-ce que Oui, tu peux en parler? As-tu envie d'en parler? Parce qu'il y a peu de oui, gens oui, qui bien sont au sûr. courant de ce que tu as fait. Vas-y. Mais d'abord, ce que j'aimerais dire aussi, puisque on est au Québec, c'est qu'au niveau de la logistique, la recherche opérationnelle, c'est quand même un élément central. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, on a sans doute les meilleurs chercheurs, en tout cas, on a une des meilleures, si pas la meilleure école de recherche opérationnelle au monde. Mhm. Ce que peu de Québécois savent. Euh, Ils sont très actifs et ils font des choses extraordinaires. Maintenant, si on peut faire communiquer les gens qui font de la recherche opérationnelle avec les gens qui font du machine learning et qu'ils s'entendent, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas imposer l'un sur l'autre, hein, parce qu'en général, les experts, ils sont dans leur tour en disant, moi je fais du machine learning, c'est nettement mieux, ou moi je fais de la recherche opérationnelle, c'est nettement mieux. Non, en fait, c'est pas nettement mieux, c'est différent. Et on peut les combiner, c'est complémentaire. Alors, au niveau logistique, on a fait énormément de projets en logistique, en fait, c'est vraiment notre forté. On a notamment travaillé avec Toyota au Japon. On a travaillé sur une problématique qu'ils ont essayé de résoudre pendant 2 ans avec les meilleurs experts, et en fait, personne n'avait de solution. Ils ont créé un concours, on a gagné le concours, donc il y avait plus de 800 participants. On a Partout commencé sur à la travailler planète, avec là. eux. Oui, mais ce concours a été en fait est venu au Québec. Donc, si tu veux, OK. l'idée c'était d'aller trouver l'intelligence artificielle québécoise. OK. Donc oui, c'était un concours ouvert partout sur la planète, mais avec une petite couleur locale, puisqu'il a été créé ici. Et ce qui intéressait les Japonais, c'était de trouver les ressources, notamment au Québec. On a travaillé 2 ans avec eux et finalement, on a quand même fait 53% d'optimisation au niveau des coûts. Donc on parle quand même de 250 millions de dollars US d'économie par an, pas négligeable, avec une solution hybride, comme on l'a fait. Et ce qui est bien, c'est que on a réussi à faire des choses qu'ils pensaient totalement impossibles. Parce qu'on a eu ce premier projet avec eux, on en a fait deux. Premier projet qui était donc le projet qu'ils avaient essayé de résoudre pendant 2 ans, puis ils n'y arrivaient pas. Une des raisons, c'était la quantité de pièces qu'ils Oui. fabriquaient tous les Mais, jours. C'est astronomique. puis parle des contraintes aussi qu'ils t'ont données, parce que les contraintes sont Oui, hallucinantes. ben, les contraintes, disons que c'est pas un problème de transport facile, dans le sens où tu as des contraintes où les pièces doivent se retrouver au même endroit au même moment. Donc c'est pas une livraison de pizza où tu vas de A à B, tu livres ta pizza et puis tu repars.
Il y a des contraintes où il y a des dépôts intermédiaires où les pièces doivent se retrouver au même moment, des choses comme ça. Donc ces contraintes-là, ça complexifie un petit peu. Mais si tu veux, c'est des contraintes qui sont connues. Ce qui est vraiment difficile, c'est les contraintes avec la quantité astronomique de pièces de voiture qui sont livrées tous les jours. Donc c'est vraiment la combinaison des deux qui fait que ce problème est très très difficile. Et dans le deuxième projet qu'on a fait avec eux, on est allé beaucoup plus loin parce que là, on essayait de faire de l'optimisation stratégique sur le long terme en leur disant qu'on pouvait créer des dépôts, soit qu'on les louait, soit qu'on les construisait, de telle sorte qu'on pouvait mieux disposer les caisses dans les camions. Donc là, je vais peut-être expliquer un peu. Donc, quand on fait, c'est un transport interusine, l'optimisation interusine, on peut arriver à des solutions qui sont pas mal, mais il y a quand même du vide dans les camions parce que tu dois les remplir dans les usines. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est avoir des dépôts intermédiaires dans lesquels tu vas re-remplir tes camions en espérant mieux les re-remplir. C'est-à-dire que tes premiers camions qui sont remplis, voilà, ils se déplacent et puis il y a des dépôts intermédiaires où en fait tu vas pouvoir délester une partie de la cargaison et d'autres camions vont les prendre ou même ces mêmes camions-là, de sorte que tu puisses mieux remplir les camions. Maintenant, ce genre de problématique, c'est très complexe, c'est de la stratégie, donc c'est du long terme, hein. Tu ne vas pas construire un dépôt pour les 3 prochains mois, tu le fais pour les prochaines années. Normalement, quand tu résous ce genre de problème, tu as une équipe interne qui sait comment le marché va agir et surtout comment la compagnie prévoit de faire dans les années futures. Maintenant, Toyota est extrêmement secrète, donc ils nous ont dit, vous allez développer une IA qui va tout faire sans aucune aide humaine. Donc, zéro input humain. Donc, je ne sais pas si tu vois la difficulté. Oui, mais c'est de ça que je voulais quand je parlais de contraintes, c'est ça que je voulais t'entendre D'accord, dire. c'est celle-là, oui, ok. Et on a réussi. Et en fait, le truc, c'est que si tu veux réussir ce genre de problématique avec les quantités astronomiques de pièces qui sont déplacées, en général, on arrive à solutionner des problèmes avec 15-20 dépôts. Si tu as des êtres humains, ils sont capables de te livrer une liste de candidats de 15 à 20 dépôts et tu vas déterminer les 3-4 meilleurs dépôts. Maintenant, quand tu n'as pas d'humains, nous, on n'a pas réussi à trouver une liste aussi réduite. On a trouvé des listes de 100, 150, 200, jusqu'à 300 dépôts. Et ça, c'est complètement hors de portée des mathématiques. Donc, ce qu'on a réussi à faire, c'est en fait développer une méthode qui était capable, avec l'hybridation ML-OR, en fait, de pouvoir quand même attaquer ce genre de problématique avec autant de dépôts. Donc, si tu veux, on est capable d'aller chercher des ordres de grandeur qu'on ne peut pas atteindre uniquement avec de la recherche opérationnelle ou avec du machine learning. En fait, le machine learning est encore moins efficace. Donc, mais il y a Mhm. vraiment une possibilité avec l'hybridation d'aller beaucoup plus loin. Donc, si tu veux, l'idée, c'est que tu as des modèles derrière, mais tu es capable en fait d'aller chercher la partie du modèle correspondant à ta solution. Et du coup, ça réduit la taille des modèles et tu peux aller chercher des instances beaucoup plus grandes. Cool. Euh, NVIDIA, je suis en train de regarder pas NVIDIA, NVIDIA. Euh, Ils ont une solution de logistique. Oui, En quoi QAPT. c'est différent de ce que tu as fait? Parce qu'ils viennent de la mettre open source, leur solution de Oui, logistique, là, si je ne m'abuse. oui, oui. Alors, ils ont une approche qui est différente et pas différente, dans le sens où on utilise les mêmes outils si tu veux, mais eux, évidemment, comme ils vendent des cartes GPU, ils essayent de tout faire avec les cartes GPU, puisque c'est ça qu'ils essayent de vendre. Donc, QOPT est basé essentiellement sur les GPU et la puissance des GPU. Mais moi, je te dirais, c'est un peu utiliser un bazooka pour tuer une mouche. Donc, oui, tu obtiens des super résultats, mais regarde l'infrastructure que tu dois développer pour obtenir ces résultats-là. Si on réduit l'infrastructure, ils ne peuvent pas trouver des bonnes solutions. Donc, si tu veux, ils ont une façon de faire qui est vraiment de la force brute. Mais Donc, comment, oui, j'entends ce que tu dis, mais tu as quand même une économie de développement de prendre quelque chose open source que tu es capable d'adapter à tes besoins versus de oui, bâtir quelque chose from scratch tout à fait. à ta manière. Donc là, après ça, c'est de voir ton économie, ta frugalité de processing power. Puis là, mon autre question, c'est si tu n'utilises pas des GPU, tu utilises des CPU, des On TPU, utilise les on en deux. parlera. OK. Oui, on utilise les deux. Mais, fait que, tu sais, c'est là que pour l'entreprise, parce que
sais, c'est comme ceux qui trippent, disent, oh, on a fait des small models, puis ça prend moins de jus. Ouais, mais tu as dépensé combien de temps à faire ton small model pour ton économie de token? Le jeu en vaut pas la chandelle. Tu sais, ton manager ne comprend pas, mais tu as brûlé de l'argent. Ouais. Donc, tu sais, Puis, fait que toi, pire que ça, explique-moi la différence entre les deux de ton côté, s'il te plaît. ouais, il faut faire la maintenance aussi, hein. Une fois que Ouais. tu as une solution qui est adaptée. Mais c'est toujours la même question, c'est est-ce que le jeu en vaut la chandelle ou pas? Si tu as une problématique qui est déjà couverte par des outils existants qui ont déjà été développés et que tu peux appliquer ça tout de suite, génial. Maintenant, si tu as des problématiques qui sont différentes, pour lesquelles il n'existe pas d'outils, malheureusement, il y a beaucoup d'équipes qui essayent quand même d'utiliser les outils existants en disant on va Mhm. transformer notre problématique de telle sorte qu'on puisse les Mhm. résoudre avec les outils existants. En général, c'est pas bon parce que tu résous pas le vrai problème. Mais c'est une question vieille comme le monde, hein. Est-ce qu'il Mhm. faut Mhm. développer des outils en interne ou pas? Nous, on a des clients qui, en fait, en général, viennent en disant il n'y a pas d'outils. Donc c'est simple, il n'y en a pas. Toyota, et c'est une Toyota, quand ils sont venus, il n'y a pas de solution. Donc tu ne te poses même pas la question. Mais, mais ça, pour toi, c'est frustrant parce que, tu sais, je l'ai vécu, tu l'as probablement vécu plus souvent que moi. Tu souffres du syndrome du nouveau chum. C'est-à-dire que la personne a brûlé une tonne d'argent avec quelqu'un, puis là, maintenant, la personne, elle est brûlée, puis c'était pas la bonne Oui, personne. Puis là, oui, toi, t'es le nouveau conjoint qui ouais. arrive, puis tu payes pour les erreurs du précédent. Alors, tu dis, moi, je t'aurais jamais fait ça. Donc, moi, ça m'est arrivé quelques fois. Toi, je pense que ça t'arrive pratiquement systématiquement, là. Bah, peut-être pas systématiquement, mais ça nous arrive souvent parce que nous, on a un petit peu la dernière chance. Donc, on Mhm. est avec des compagnies qui ont essayé plein de choses, qui ont brûlé littéralement des dizaines de millions, Mhm. avec les meilleures équipes, qui effectivement sont excellentes, mais qui sont excellentes dans ce qu'elles font. Maintenant, ce Ouais. qu'elles font n'est peut-être pas adapté à la problématique. Et donc, nous, on se retrouve en bout de ligne où il n'y a plus d'argent, mais surtout, il n'y a plus de confiance. Et Mhm. ça, c'est difficile. D'autant plus qu'on n'est pas très connu. Donc, quand une compagnie comme IBM débarque, on leur fait confiance. Surtout qu'il y a toujours le s'ils n'y arrivent pas, c'est que personne ne peut y arriver. Euh, Nous, quand on arrive après que IBM et tous les gros et toutes les compagnies connues ont essayé et ont échoué, les gens sont persuadés que la problématique ne peut pas se réaliser. Là, en ce moment même, on travaille sur un robot. euh, Ils sont persuadés que c'est infaisable, puisqu'ils ont essayé avec les meilleurs, ça n'a rien donné. ouais. Mais c'est Donc, les si tu projets les plus veux, le fun, ça. bah, c'est des projets le fun, mais pas dans les conditions dans lesquelles on le fait. Il n'y a pas d'argent et il n'y a plus de confiance. Ah, Euh, c'est ouais, pas évident. ouais. Tu vois, déjà, les problématiques en soi sont compliquées si tu avais les moyens et la confiance, mais là, tu n'as ni les moyens ni la confiance. Puis, comment, en étant une petite équipe, moi, j'ai dû faire ça récemment, là, une entreprise dans le militaire, là, m'ont dit, on t'aime bien, là, puis c'est avec toi qu'on veut travailler, là. On sait que tu vas livrer plus que les autres, mais qu'est-ce qui arrive si tu décides de ne plus faire ça? Ou qu'est-ce qui arrive si tu meurs? Parce que, tu sais, comme QUp, là, tu sais, oui, c'est moins rare que des développeurs front-end, là, mais tu es capable de trouver d'autres personnes qui ont de l'expérience avec QUp. Fait que toi, comment tu gères ça? Moi, de mon côté, ce que j'ai fait, j'ai carrément dit, ben, j'ai été voir une grande firme avec qui je t'ai mis, puis je leur ai dit, s'il m'arrive quelque chose, ça déploie le code source dans cette firme-là, puis ils seront capables de faire le soutien puis le maintien si jamais il m'arrive quelque chose. Puis à un certain montant d'honoraires, je le fais mettre dans mon testament notarié. Donc, toi, tu Oui, gères mais ça comme tu comment? dis, Parce que tu dois il avoir y a la des question tout le solutions. temps. Oui, oui, bien sûr. Mais écoute, tu as donné plusieurs possibilités, donc tu peux effectivement faire confiance à un tiers qui sera là au cas où. Mais vous faites Euh, quoi? mais Parce que nous, tu l'as, on est cette question-là, encore. c'est sûr. Oui, 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 mais si tu veux, on a évolué. Les premiers clients qu'on avait voulaient en fait pouvoir intégrer la solution en interne. C'est-à-dire que la solution ne nous appartenait plus. Ils avaient l'IP, ils avaient le code, ils avaient tout. Donc là, la question se pose même plus. Ouais. Maintenant, on s'est aperçu que même s'ils avaient des super bons ingénieurs et scientifiques et tout, ils n'étaient pas capables de suivre. Surtout qu'on fait quelque chose de nouveau. Ouais. Donc, Obsolète. on essaye.
de leur faire comprendre que, en fait, ce serait bien si on était encore en contact et si on pouvait continuer à travailler avec eux pour continuer le développement. Mais comme tu dis, il y a ce problème de qu'est-ce qui se passe si moi je suis écrasé par un bus ou si je perds mon équipe ou la compagnie fait faillite ou je ne sais quoi. Donc il y a des solutions avec des tiers de confiance, mais c'est basé sur la confiance. Donc si tu veux, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Nous, on fait du Mhm. 20-40% d'amélioration. C'est énormément d'économies. Donc, au pire des cas, tu l'auras fait pendant quelques années. Et puis, tu sais que ça existe. Donc, tu sais que tu vas peut-être pouvoir retrouver une autre équipe qui fait ça quelque part. En attendant, tu as quand même fait des choses qui t'ont permis de gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, clairement, le jeu en Mhm. vaut la chandelle dans ce cas-là. Mais c'est Mhm. effectivement une problématique. Maintenant, ce qu'on essaie de faire, c'est de s'allier, comme toi, avec des grosses compagnies, de telle sorte qu'ils puissent nous accompagner dans le développement et, plus tard, continuer à faire un suivi. Ah, ouais. Mais on n'a Oui, pas de parce que, tu solution sais, toute faite, si tu veux. ah, ouais, parce que l'expertise très pointue, ah, écoute, ça, c'est un biais, là. Tu me diras ce que tu en penses, mais je pense que l'expertise très pointue, elle préfère être dans des petites équipes que dans des méga grosses Oui, structures, oui. souvent. Et Donc, contrairement à on ce est qu'on capable. dit, Hum, on ne peut pas remplacer les gens qui sont techniquement extraordinaires. Tu Ouais, les remplaces pas. Ça, ouais, c'est ouais, du n'importe quoi. Euh, Écoute, je l'ai vu, on a travaillé avec des équipes extraordinaires, de très très haut niveau, ils ne sont pas capables de nous suivre. Et ça, c'est pas de la mhm. prétention. Ouais, ouais. C'est Non, juste non, que ben, ils n'ont pas le temps à investir dans ce qu'on fait et surtout, ils ont des biais qui sont très coûteux. Si tu ouais, veux, quand on travaille avec des équipes, ils ont des expertises que nous n'avons pas, mais nous, notre expertise, ils l'ont pas non plus. Et en fait, ils ouais. n'y arrivent pas parce qu'ils sont tellement persuadés d'avoir la bonne expertise qu'ils vont pas faire le chemin Hum, pour aller nous rencontrer et voir et comprendre ce qu'on fait. ouais, ouais. Tu vois, Ou quand on a parfois, travaillé ils avec vont. Toyota, ouais, Non, vas-y, vas-y. ben, ça a été un super choc. Parce qu'on a commencé à Hum, travailler avec eux, en fait, sur une toute petite fraction de la problématique. Et on s'est dit, ça va vous aider si on est capable de faire ça. Mais en fait, dans toute la supply chain, c'est juste un petit maillon. Nous, hum, on veut toute la supply chain. Ils nous ont pris pour des fous. mhm, Bon, à mhm. ce moment-là, on ne savait pas qu'ils avaient essayé pendant 2 ans sans succès. Mais si tu veux, le fait de pouvoir faire ce qu'on fait, euh, ça a été un super choc, malgré le fait que j'ai essayé d'expliquer en détail ce qu'on faisait, ils comprenaient rien. Ouais, Parce ouais, que ouais. c'était un autre monde. Et ils n'avaient pas le temps. Ils n'avaient pas le temps, ni l'énergie, ni peut-être même l'envie. C'est à partir du moment où ils ont vu que ça fonctionnait, puis honnêtement, là, quand on a montré la première solution globale, ils y croyaient pas. C'était impossible. Mhm, Ils pensaient mhm. qu'on faisait du n'importe quoi. Ils pensaient qu'en fait, on avait travaillé sur une instance, parce qu'on travaillait sur une instance en Ouais, particulier, et qu'on ouais, avait manuellement trouvé des trucs, et que c'était pas un système informatique ouais. derrière qui permettait de trouver la Ouais. solution. Puis là, après ça, ils voient les coûts derrière pour opérer, puis ils disent, ben là, ça se peut pas, c'est juste une fraction, puis ça marche Écoute, pas. C'est la première solution, c'était sur un laptop en 4 minutes. c'est ça, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai un client que j'ai pas eu. Il y a une solution, je n'aimerais pas la boîte. 340 000 $. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit, je peux pas te charger plus que 80, sinon je te fourre. Puis le client s'est dit, ça se peut pas ce qu'il me dit, puis je l'ai pas closé. Tu sais. Ouais, Alors que quand tu vois de quoi qui roule sur un laptop en 4 minutes, tu fais comme, ben non, ça se peut pas. Puis là, tu dis, ben ouais, regarde, je vais ouais. te le remontrer. Ah Puis ouais. c'est ça. C'était je sais pas où tu as grandi. Est-ce que tu as grandi au Québec ou tu as. J'entends un Non. accent. Est-ce que tu as. Non, Oui, OK. oui, non, Parce qu'au non, Québec. ça fait quand même depuis 2002 que je suis là. OK. Mais non, j'ai Parce pas que grandi ici. dans les années 80, il y avait un personnage à la télé qui s'appelait le Capitaine Bonhomme. Et il disait, les sceptiques seront confondus. Et quand on a une expertise qui est hors norme, ben c'est ça. On a cet effort-là qui est frustrant. Puis tu sais, moi, pourquoi je vais te faire briller? Ben, c'est parce que je pense qu'il y a plein de boîtes comme ça, hors normes. Puis vu qu'une grande partie de notre économie, puis on n'ira pas là, mais moi, je vais aller là. Vu qu'une grande partie de notre économie est basée sur les subventions, puis que les subventions sont basées sur des programmes, sur des méthodologies qui sont approuvées par le gouvernement, bien, ça fait que quand il y a des solutions novatrices, différentes, des gens qui pensent différemment, dont je crois on fait partie. Je suis peut-être un petit peu plus mainstream que toi, ben, mais bien que ils ne comprennent pas ce qu'on fait, fait qu'ils ne le subventionnent pas. Puis ça, Oui, ça, c'est triste. Puis ce que j'ai envie de dire aux entreprises, c'est oubliez jamais que ceux qui décident qui a accès aux subventions, c'est les mêmes qui choisissaient les fournisseurs pour la SAC, pour le ministère de la Santé.
pour tous les beaux projets informatiques. Donc, oui, c'est subventionné à moitié, mais qu'est-ce que ça vaut? Donc, écoute, Effectivement. Nicolas, moi, j'ai énormément de plaisir. Puis, sais-tu quoi? Je pense que je vais vouloir qu'on fasse un deuxième podcast ensemble avant longtemps, si ça t'intéresse. Puis, Bah oui, avec j'espère qu'on a plaisir. pu te faire briller, puis que des gens vont t'avoir découvert. Puis, juste avant qu'on se laisse, dernière opportunité. Là, les gens ont compris, tu fais de la reconnaissance visuelle, de la logistique. Est-ce Alors, qu'il y a d'autres champs d'expertise que tu as envie de nous partager? ce que les gens comprennent pas, c'est qu'on développe une IA tout à fait générale. Donc, on s'attaque à tous les problèmes. Si tu veux, on a fait de l'émotion dans l'interaction entre les robots et les humains. On a fait du computer vision. Maintenant, on s'attaque à un problème de robot alors qu'on n'y connaît rien. On a fait beaucoup de logistique, ça c'est vraiment notre forté parce que je travaille avec des gens, notamment le professeur Gendreau, qui est en logistique. Bah, écoute, dans le VRP, c'est quand même un des tops mondiaux. Et de manière générale, le Québec en logistique brille énormément. Mais on s'attaque à tout et n'importe quoi. Alors, quand on dit tout et n'importe quoi, les gens retiennent surtout n'importe quoi, mais on a vraiment une façon, si tu veux, générale de régler les problèmes. Il faut vraiment nous voir comme une équipe de corsaires, de pirates. On a des solutions différentes qui peuvent fonctionner. Jusqu'à présent, on a 100% de succès. Scientifique. Business-wise, c'est autre chose. Mais au niveau scientifique et résolution en IA, 100% de succès. Euh, on peut s'attaquer à pratiquement n'importe quoi, d'autant plus qu'on collabore avec les gens. Donc, la connaissance qu'on n'a pas, on va la chercher chez le client. De toute façon, on adapte nos solutions au client. Mhm. Donc, on a des solutions qui OK. sont vraiment Ben, faites sur mesure au client. Oui, est-ce que tu serais willing qu'on se fasse un autre podcast? Et là, avec je vais plaisir. m'assurer que j'ai pas de contraintes de temps de mon côté Parfait. et qu'on peut vraiment faire un deep dive technique. Celui-là, il sera plus comme, on cherche pas à vulgariser, mais on cherche vraiment comme à échanger parce que là que tu emmènes l'angle général à ce que vous faites par rapport à la façon qu'on a commencé le podcast, ça se voulait très niché, spécialisé. J'ai comme 10 millions d'autres questions. Donc, les gens qui écoutent le podcast, si vous aimez ce qu'on a échangé, vous voudriez un deuxième. Toi, tu es partant pour en faire un deuxième? Avec plaisir, oui. Bon, ben super. On va en faire un deuxième. Et puis, Fun Art Tech, allez voir ça, Nicolas. Ça a été un plaisir et j'ai déjà hâte à notre prochaine discussion. Écoute, plaisir partagé. Merci beaucoup. Ciao. Bienvenue. Salut. C'est l'heure d'ouvrir grand les esprits dans ce jeu d'idées où tout s'allie. Les mots s'envolent en un tourbillon. Bienvenue sur Dialogue, attention. Tout devient clair quand les têtes s'allument dans un clash d'idées qui se rassemblent et se résument. Dialogue avec éclat dans chaque échange, l'écran brille, chaque mot dérange. Prêt à plonger dans des questions folles, les réponses jaillissent sans protocole. Les débats s'enchaînent sans fin ni pause. Quand la pensée explose, c'est grandiose. Tout devient clair quand les têtes s'allument dans un clash d'idées qui se rassemblent et se résument. Dialogue avec éclat dans chaque échange, l'écran brille, chaque mot dérange. Là où les cerveaux se rencontrent, les frontières des idées s'effondrent. Un univers où chacun s'explique, c'est l'énergie des années électriques. Tout devient clair quand les têtes s'allument dans un clash d'idées qui se rassemblent et se résument. Dialogue toujours plus loin, on explore avec nos esprits. En effet, on dévore.